Il existe une fine limite entre l'égoïsme et la détermination, et je pense l'avoir dépassé plusieurs fois plus jeune, ce que je regrette aujourd'hui. Un enfant grandit dans un logement social à Houston où la pénurie règne et l'intimité se partage. Kenny Rogers n'a pas commencé avec un ranch ou un manoir, il a commencé dans des espaces exigus, apprenant à garder son ambition silencieuse jusqu'à ce qu'elle puisse enfin s'exprimer haut et fort. Ce qui surprend, c'est que la trappe de sortie s'ouvre dès 1958, alors qu'il est plus proche de la cour de récréation que des projecteurs. Il enregistre un tube doo-wop chez Carlton Records, ce qui lui permet de passer à American Bandstand. C'est un gamin des habitations à loyer modéré qui entre dans le circuit de la pop américaine et prouve qu'il peut survivre en dehors de son quartier. Ensuite, ma première vraie expérience de scale a lieu en 1967 lors de la première édition. Je suis juste venu voir comment j'allais. Atteint la 5e place du classement pop, mais cela peut aussi être un piège. L'industrie t'aime bruyamment, puis t'oublie en silence. En 1974, la première édition se sépare et l'histoire prend une tournure rare. Le producteur Larry Butler signe avec Rogers chez United Artists Records et la carrière solo remplace les politiques de groupe. Pour du contraste, mettez 2 leçons côte à côte. Ses appartements de Houston lui ont appris à supporter la promiscuité et l'industrie musicale lui a appris que l'endurance ne suffit pas. On survit en se taillant une place et en la défendant. En 1977, il triomphe avec Lucille, numéro 1 en country, numéro 5 en pop. Entre 1977 et 1987, il enregistre 20 titres classés numéro 1 en country. Une telle série, ça change un homme. Cela achète plus que du confort, de l'architecture. En 1990, Kenny Rogers vit à Buckhead, Atlanta, sur 2 hectares. Dans un pays privé, aucune autorisation n'est requise pour entrer. 6 chambres, 7 salles de bain, 4 cabinets de toilettes et tant de portes que la famille s'y perd sans connaître le plan. La suite principale évoque un mini-hôtel avec cheminée, bar humide, lavabo et toilettes séparés pour monsieur et madame, grandes pièces, colonnes et plafond à caissons. Des pièces conçues pour des soirées où vous n'avez pas besoin de quitter votre propriété pour avoir l'impression d'être sorti. Le détail révélateur de l'impact de la célébrité sur la vie privée, salle de cinéma privée pour s'isoler, piscine creusée, spa et cabane pour poursuivre le rêve. C'est l'opposé de son origine, des pièces qui s'étendent, des portails au lieu d'entrée commune et le silence, qui n'a pas à être négocié à travers un mur. Mais le manoir ne symbolise pas seulement une victoire, il évoque aussi une blessure, car lorsque vous construisez une vie aussi grande, vous créez aussi de la distance. Rogers parlera plus tard de la fine frontière entre être motivé et être égoïste, et de la façon dont il pensait l'avoir franchie quand il était plus jeune. Il vit dans ce domaine de Buckhead jusqu'en 2006. Lorsqu'il le vend pour la somme de 8,5 millions de dollars. L'histoire devrait finir ainsi, mais la maison ne demeure pas silencieuse après le départ de la star. Des années plus tard, elle vit une seconde existence à l'ironie presque cruelle. En 2019, la police d'Atlanta aurait répondu à au moins 100 plaintes liées à la propriété. Les médias locaux la décrivent comme une maison de fête, et le bruit devient si fort que les responsables municipaux envisagent de modifier les règles concernant les événements résidentiels. Débat sur les permis, la sécurité et la définition d'un quartier. Les portails qui protégeaient la vie privée posent de problèmes quand cette intimité devient un lieu d'événement. Et puis, comme si l'univers tenait à rendre le contraste évident, le domaine apparaît apparemment dans un clip vidéo de Ric Flair Drip. En décembre 2020, il est affiché à 68 millions, inférieur au prix de 2006. Kenny Rogers avait le manoir, mais le manoir a aussi eu une seconde vie qu'il ne contrôlait pas. Si la propriété de Buckhead incarnait la stabilité des célébrités, sa prochaine acquisition était l'opposé. Un rêve trop grand pour durer. Beaver Dam Farms, près d'Athens, en Géorgie, n'est pas une maison avec un jardin, c'est un monde à part entière. 393 hectares, un golf privé, 18 trous, un lac de pêche, 2 maisons d'invités, 4 villas et la résidence principale. La maison principale mesure environ 1285 mètres carrés et comprend 7 chambres ainsi que 6 salles de bain et demi. Dominant le parcours, une installation équestre si vaste qu'elle devient une institution, bien plus qu'une simple écurie. 6675 mètres carrés, 44 box,
une salle d'exercice de 1400 mètres carrés, 3 appartements. Le parcours de golf était présenté techniquement par 72 slopes 139 distances de 4970 à 5760 mètres. C'est comme il en parlait. Roger a dit qu'il sortait à 5 ou 6 heures du matin juste pour regarder les arroseurs automatiques, car il en rêvait enfant. Une scène résume tout. Un enfant élevé dans la pénurie, debout à l'aube sur sa terre, observe l'eau couler sur commande, comme si le monde suivait enfin son rythme, mais ce rêve a son côté sombre. Une grande propriété nécessite argent, entretien personnel et engagement constant. Cela devient comme une seconde carrière. À un certain moment, Beaver Dam cesse d'être un paradis privé et devient un cas d'étude sur la volatilité des rapports maîtrisés. La propriété achetée en 1983 a ensuite été dotée de maisons d'invités, clubhouse, une arène équestre de 44 boxes, 2 piscines et un parcours de golf 18 trous. En 2011, il aurait été vendu pour 20 millions de dollars. Ensuite, les documents de la vente aux enchères évoquent en des chiffres impressionnants, comme une mise à prix de 39 millions et un coût de remplacement estimé entre 31 et 40 millions. Preuve que coût de construction et prix de vente peuvent être totalement déconnectés. Un calendrier de vente aux enchères fixe l'événement au mardi 6 décembre 2016 à 14h. Le domaine est décrit comme étant divisé en 2 parcelles, 612 acres et 358 acres. Même une terre aussi célèbre doit être vendue en morceaux. C'est une perte d'une autre nature que le scandale. C'est la lente prise de conscience que certains rêves sont si grands qu'ils finissent par dépasser la personne qui les a construits. Bien que cette terre paraisse éternelle, la vie qu'il a acquise ne l'était pas. La vie sur la route de Rogers est illustrée par un détail presque absurde, un autocar de tournée lié à son univers. Un Prevost H3, 145 personnes très importantes de 2003, affichant 1 172 800 km au compteur. Ce n'est pas juste du voyage, ce sont des années de déplacement résumées en un chiffre incontestable. Tu peux te construire un pays privé en Géorgie, mais tu dois quand même le mériter soir après soir. En retournant dans le monde public, et quand le monde public est de ton côté, ça ressemble à une religion. Quand il ne l'est pas, ça ressemble à une punition. En 1979, l'amour est bruyant. Les Country Music Association Awards se tiennent alors au Grand Ole Opry House et sont diffusés sur CBS. Kenny Rogers n'est pas seulement nominé, il anime la soirée. Ce n'est pas un simple travail, mais un couronnement. Ce soir-là, il remporte le prix du chanteur masculin de l'année et son album Le Flambeur remporte l'album de l'année. L'homme qui a bâti sa légende sur le risque domine l'industrie, brandissant des trophées prouvant qu'il a non seulement survécu, mais maîtrisé le pari. En 1979, la salle cesse d'en être une pour devenir une nation unie autour d'une seule voix. Et cela frappe encore plus fort quand on se souvient de l'histoire d'origine, les logements sociaux à Houston. Un disque pop de 1958 qu'il a fait passer à l'émission American Bandstand et une décennie de 20 titres country numéro 1 qui ont fait de lui un nom connu de tous. La victoire est réelle, tout comme la pression qu'elle engendre. Après un tel sommet, il est impossible de redevenir ordinaire. Il veut une marque, un produit, vous voir partout. La musique rend célèbre, la marque rend incontournable. En 1991, Kenny Rogers vend des chansons et aussi des dîners. Kenny Rogers Roasters ouvre son premier restaurant à Coral Springs, en Floride, et le concept est simple. L'aura bienveillante d'une voix adorée devient une chaîne de rôtisserie appréciée, comptant plus de 350 restaurants vers le milieu des années 1990. Mais le secteur de la restauration a sa propre version de la tournée, implacable, coûteuse, brutalement dénuée de romantisme derrière les panneaux de menu. En 1998, l'entreprise dépose le bilan sous le chapitre 11. La faillite ne se limite pas à un mauvais timing. Elle marque votre rêve par des formalités. La culture pop fige alors la marque dans l'ambre. En 1996, Seinfeld diffuse Le Roi du Poulet, où un restaurant Kenny Rogers ouvre en face de l'appartement de Jerry. Le nom devient une punchline, un moment culturel où la blague, si marquante, survit aux devantures. C'est à la fois victoire et blessure dans une seule image.
Une marque célèbre parodiée dans une grande sitcom, mais une entreprise assez fragile pour recourir au chapitre 11. En 2011, le dernier Kenny Rogers Roaster des États-Unis, à Ontario en Californie, ferme ses portes. La lumière s'éteint, puis la marque devient plus froide, adoptant un langage d'entreprise. En 2008, il y a une trace d'accord liée à la vente du franchiseur des rôtisseries pour environ 4 millions de dollars en espèces. La Securities and Exchange Commission précise que Nathan's a gardé certains droits sur les marques Kenny Rogers Roasters dans des cas précis et que des plats roasters sont servis dans 42 restaurants. Nathan's Kenny Rogers conserve aussi une section de menus remarqués. Après la vague culturelle, cela prend une autre dimension quand on se rappelle d'où il vient. Des logements sociaux à Houston, une vie construite autour de l'espace qu'on pouvait occuper. Il échappe à la précarité grâce à sa voix. Des décennies plus tard, son nom est devenu un produit sous licence circulant dans les immeubles, les caisses et sous les néons des autres. Tandis que le public rit, la vie privée se réduit. La célébrité vend votre travail et votre visage. Kenny Rogers devient l'un des visages les plus connus de la musique américaine jusqu'à ce que ce visage change. Dans un extrait d'interview largement diffusé, il évoque la chirurgie esthétique avec une franchise rare chez les célébrités. Je le regrette, c'est un homme qui admet que la gestion de son image peut devenir un piège en soi. L'industrie qui valorise l'apparence intemporelle vous sanctionne aussi si vous en faites trop, et la sanction dépasse de simples commentaires méchants. Ce sentiment que le public ne sait plus quoi faire de votre visage, même s'il connaît vos chansons, dissimule une histoire plus profonde. Il essaie toujours de construire une vie où il contrôle la situation, que ce soit par l'immobilier ou une routine. Avec l'âge, le centre de gravité physique évolue. En 2019, Rogers achète une maison à Sandy Springs, évoquant un déménagement à Atlanta pour se rapprocher de son équipe médicale. Le prix d'achat est rapporté à 1 705 000 millions de dollars. La maison a été construite en 2003 et elle respire le confort avec intention. 6 chambres, 5 salles de bain complètes, plus une salle d'eau. Près de 560 mètres carrés, assez d'espace pour les aidants et la logistique discrète du vieillissement. Ensuite, il y a la partie révélatrice, ce qu'il modifie en... Rogers et sa femme Wanda installent un ascenseur près d'une fontaine entourée de buis et commandent des mosaïques pour la cuisine. Ce n'est pas la culture de l'amélioration, mais un couple qui fait d'une maison un lieu maîtrisé, alliant beauté et fonctionnalité, comme s'il cherchait encore à façonner le monde de ses mains. La réussite saute aux yeux, même son chapitre santé respire le confort, la blessure est suggérée. En 2024, le confort s'articule autour de la proximité médicale. Cette maison est mise en vente le 12 septembre et se vend plus tard pour 2 475 000 $, un joli bénéfice. Sur le papier, cela ressemble toujours à un dernier emballage de carton. Et si vous voulez la version la plus humaine de qui il est derrière tout ça, ce n'est pas dans la superficie que vous la trouverez, mais dans ses habitudes. Dans une biographie commémorative, on retient son amour pour le Waffle House et les Drive-In McDonald's, 2 classiques américains indifférents à ses succès musicaux. La biographie plaisante dit que si sa famille avait un blason, il porterait une télécommande et une maison inachevée. Même après les manoirs et fermes, il conserve l'agitation d'un bâtisseur, pensant que tout peut toujours être amélioré ou repensé. Wanda résume plus tard ce trait. L'une de ses grandes passions aurait pu être la décoration et l'aménagement paysager. Il adorait laisser son empreinte partout. C'est le fil conducteur des logements sociaux aux 973 acres jusqu'aux mosaïques de la cuisine. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler la richesse pour le confort, mais le prix de ce genre de motivation ne se manifeste pas toujours par de l'épuisement. Parfois cela se traduit par des dégâts. Rogers réfléchit honnêtement à sa personnalité. Il distingue la fine limite entre détermination et égoïsme et pense l'avoir franchie plus jeune. Ensuite, sa vie se concentre sur quelque chose de plus petit et urgent. Il a 5 enfants, dont des jumeaux Justine, Charles et Jordan Edward, nés le 6 juillet 2004 avec Wanda Miller, et la fin de sa vie. Les détails sont étrangement tendres. Il crée un rituel qu'il appelle les Super Samedis. Petit déjeuner chez McDonald's, lavage de voiture, Chuck E. Cheese. Des arrêts ordinaires sont devenus une cérémonie familiale.
Wanda dira plus tard que les jumeaux lui ont donné un but après la maladie et qu'ils avaient 15 ans lorsqu'il est décédé, le 20 mars 2020. C'est le genre de statistique qui change la façon dont on écoute le joueur, plus comme un hymne de fanfaron, mais comme un homme qui essaie de finir sa partie pendant que ses enfants sont encore des enfants. Et s'il y a un spectacle qui porte à la fois la légende et la douleur, c'est l'adieu. Le 25 octobre 2017 à 19h. Heure centrale, All In For The Gambler se tient au Bridgestone Arena à Nashville, présenté comme la dernière performance avec Dolly Parton et une programmation impressionnante en hommage à une époque. Des artistes de différents horizons viennent saluer l'homme qui, d'une manière ou d'une autre, les a tous traversés. Les mots de Rogers sont clairs. Alors que je termine ce chapitre de ma carrière, ce n'est pas un effet d'annonce. C'est un homme qui ferme une porte avec précaution, espérant que le bruit ne résonne pas trop fort. Et Dolly, la partenaire de duo qui est devenue une partie de sa légende, est là, au centre de tout cela. La preuve que certaines relations musicales dépassent la romance, la rivalité et le goût de l'industrie pour le drame. Sa succession comprend aussi des lettres dactylographiées de Dolly, dont une se termine par « Je t'aimerai toujours », une phrase au sens différent, quand c'est privé au lieu d'être joué en public. Après son départ, le public reçoit un dernier inventaire de ce que sa vie contenait. En octobre 2022, Julians organise une vente aux enchères de 3 jours avec plus de 1200 lots issus de sa maison de Sandy Springs. Récompenses, équipements, bijoux, meubles, œuvres d'art. Une part des recettes va à Music Health Alliance. Une forme de grâce discrète après une vie qui s'est terminée sous le poids des besoins médicaux. Certains objets relèvent du pur spectacle. Il est difficile de ne pas percevoir l'ironie. Un homme qui a commencé avec presque rien finit avec une vie triée en numéros de lot, des souvenirs transformés en inventaire. Le véritable héritage ne réside pas seulement dans les ventes aux enchères ou marques déposées, mais dans l'éthique de travail et l'artisanat. Il continue de poursuivre, même lorsqu'il n'a plus rien à prouver. Kenny Rogers n'est pas seulement un chanteur qui prend un appareil photo par hasard. Il utilise une chambre photographique grand format et aime tirer ses photos dans sa chambre noire, fidèle à une approche patiente et traditionnelle. Il se décrit comme un impulsif obsessionnel, ce qui semble contradictoire jusqu'à ce qu'on comprenne les artistes. L'impulsion est l'étincelle et l'obsession est la discipline. Cette discipline est officiellement reconnue. En 2014, il reçoit un master honorifique en photographie de l'association Professional Photographers of America. En 2017, il reçoit une grande reconnaissance de l'International Photography Hall of Fame et ses livres de photographie sont exposés lors d'expositions en 1986, 1987 et 2001. C'était une carrière parallèle, menée pendant les succès, et l'histoire se termine là, dans un lieu authentique. Un homme ayant bâti de grandes propriétés et marques voulait encore créer de ses mains. Devenu une blague dans Seinfeld, il cherchait à être pris au sérieux. Dans une pièce sombre, un homme regrettant son visage assistait quand même aux rituels familiaux comme les petits déjeuners, McDonald's et les lavages de voitures, le style de vie de Kenny Rogers réduit à l'essentiel. Les gros titres décrivent quelqu'un qui cherche toujours à maîtriser la pièce, que ce soit par la terre, le design, la routine ou l'artisanat. Parce que sa première pièce n'a jamais vraiment été la sienne, et au final, ce qu'il y a de plus joueur chez lui, ce n'est pas le titre de la chanson. C'est qu'il continue de parier sur la réinvention, parfois en gagnant gros, parfois en payant le prix, toujours à la poursuite d'une version de la paix qui ne peut pas s'acheter directement.